Bienvenue à vous, c'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Alors que le virus étend ses tentacules sur la population mondiale, alors qu'en France, 16 départements sont en surchauffe, 3 en sursis, que le système hospitalier est au bout de ses capacités, certains pensent tout haut à leur moi grandiose. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, annonce dans Le Point cette nouvelle fracassante. Candidat à l'élection présidentielle de 2022. Je le fais par devoir, parce que j'estime qu'au moment où nous sommes, le choix, ce sera entre le déclin et le redressement de mon pays. Alors on comprend sa stratégie, bien sûr, prendre de court les Républicains dont il ne fait plus partie et se positionner comme candidat officiel et lui permettre de pilonner la politique du gouvernement. En attendant, l'Europe, elle voit rouge, elle refuse d'être le dindon de la farce. Les Européens veulent bloquer les exportations. Dans le viseur, la Grande-Bretagne qui a reçu 10 millions de doses de Pfizer et AstraZeneca en provenance de l'Europe. Et puis, nous parlerons de l'Allemagne et du mea culpa de la chancelière. Avec nous pour en parler, bonsoir Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate, ancien directeur du Monde. Bonsoir Virginie Leguet, éditorialiste politique, et bonsoir à vous. Et Stéphane Vernet, directeur délégué du journal Ouest France. Bonsoir à vous. Et puis en fin d'émission, nous rejoindrons Véronique Reissoult de Backbone Consulting avec la politique sur les réseaux. Alors, les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui et demain pour faire le point sur les exportations de vaccins et tenter de trouver un terrain d'entente avec la Grande-Bretagne. Alors, Jean-Marie Colombani, est-ce que l'Union européenne fait en quelque sorte du protectionnisme vaccinal ? Enfin, c'est un peu difficile de parler de protectionnisme, même si ça revient quand même à stopper des exportations. Ah oui. Le conflit avec la Grande-Bretagne est simple. Le territoire de l'Union européenne produit du vaccin qui peut être exporté vers la Grande-Bretagne, alors qu'il est fait reproche à la Grande-Bretagne de n'avoir exporté aucune de ces doses vers l'Union européenne. Résultat, il s'agit là d'AstraZeneca uniquement. Résultat, eh bien, l'Europe est en panne d'AstraZeneca puisque cette firme ne livrera que moins de la moitié des doses qui étaient convenues de livrer à l'Union européenne. Alors cela dit, un certain nombre de pays sont plutôt réticents à l'idée de s'engager vers une sorte de bras de fer avec la Grande-Bretagne, notamment l'Irlande, notamment la Belgique, parce que ce sont des territoires où se produisent notamment les vaccins, et notamment aussi les Pays-Bas surtout, et la Suède évidemment, puisque la Suède est liée à AstraZeneca, est une firme anglo-suédoise. Et de côté de l'Angleterre, après les rodomontades habituelles de Boris Johnson, il y a manifestement une volonté d'apaisement, et donc il est fort à parier qu'il y aura un compromis avant que l'Union n'ait à utiliser des mesures de force telles que vous les avez décrites. Mais tout de même, finalement, ce qui est regrettable dans cette affaire, c'est on voit surgir, bien sûr, l'égoïsme des États face à la pandémie. Devant les députés conservateurs, Boris Johnson s'est vanté. Il a dit « La cupidité et le capitalisme ont contribué au succès vaccinal du Royaume-Uni ». On y voit toute la part de cynisme, mais derrière lequel il y a, il faut le reconnaître, un certain succès, Stéphane Vernet. Oui, écoutez, les propos de Boris Johnson, effectivement, je trouve que le propos a quelque chose de choquant, effectivement, dans cette façon de voir les choses. On peut aussi, finalement, fondamentalement, il a raison. C'est l'argent qui mène le monde. On parle beaucoup du monde d'après, mais pour l'instant, en fait, les règles du capitalisme s'appliquent. On est sur un marché en extrême tension, et finalement, les clients qui sont à même d'être les plus offrants dans la commande sont servis en priorité. Oui, c'est vrai. On peut aussi voir les choses à l'envers, c'est-à-dire que si l'Union européenne ne s'était pas mise d'accord et si l'Union européenne n'avait pas traité la commande vaccinale à 27, que serait-il advenu des plus petits pays? C'est dans un marché qui est en extrême tension, comme pour les masques l'année dernière finalement. Le fait d'être à plusieurs permet de négocier les choses dans de meilleures conditions et permet aussi d'aider les plus petits pays de l'Union à avoir accès au même approvisionnement que les gros. Et ça contredit les propos de Boris Johnson. Il y a aussi une solidarité
en tout cas dans l'approche européenne, le fait que la Grande-Bretagne se soit mis en dehors du jeu, ma foi, je pense que les propos de Boris Johnson, ils sont bien pour son électorat et ils sont bien pour des questions de politique intérieure, mais je ne trouve pas que la Grande-Bretagne sorte grandie d'une telle approche. Oui. En tout cas, elle a réussi son pari vaccinal, bien évidemment. On va écouter Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, et Virginie Leguet, vous commenterez. On écoute. On peut reconnaître que l'Europe n'a pas été pleinement au rendez-vous de son histoire sur cette question du vaccin. Elle l'a été sur d'autres dimensions. On a, pour ce qui est de la France, fait un choix qui est le quoi qu'il en coûte. Et ce qu'a dit le président de la République, c'est que d'autres pays, notamment les États-Unis, ont fait, eux, le quoi qu'il en coûte sur le vaccin, là où nous, on l'a fait sur l'accompagnement des acteurs économiques. Virginie Leguet, on a choisi le quoi qu'il en coûte. Alors, c'est un argument, mais d'une autre nature. Mais il a le mérite des excès, c'est-à-dire qu'on déplace le sujet. Mais... Je comprends l'argument de Stéphane Vernet qui dit que l'Europe a eu raison de se montrer solidaire dans sa commande de vaccins et que d'une certaine façon l'Union fait la force. Pour autant, on a sans doute au niveau européen manqué, malgré tout, quoi qu'en disent les bonnes âmes européennes, on a manqué de cupidité et du sens du capitalisme. C'est-à-dire qu'on a signé ce contrat très tard, après des mois et des mois d'atermoiement. On n'a pas ficelé suffisamment les termes du contrat, ce qui fait qu'aujourd'hui on est assez démunis pour le faire exécuter. On s'aperçoit que, par exemple, le contrat anglais est signé de façon très stricte et qu'il y a des dates de livraison qui sont fixes et qu'il y a moins d'échappatoires possibles. Et quand j'entends les regrets d'Emmanuel Macron disant que oui, l'Europe a manqué de folie et qu'on n'a pas rêvé aux étoiles, j'aurais bien aimé entendre aussi... Oui, j'aurais bien aimé entendre aussi le jeu et pas le nous et pas le on. Et le président français, me semble-t-il, a mis très 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 longtemps à enclencher lui-même la campagne vaccinale, a mis très très longtemps à y croire, a mis très très longtemps à se rebeller contre des retards de vaccins qui ne cessent de s'accumuler. Je rappelle qu'on a 7 semaines de retard sur le programme européen et que chaque semaine coûte à la France des sommes inestimables en termes de reprise économique. Donc je trouve que tout ça est un peu dilué, que la responsabilité n'est pas très établie. Et j'ai apprécié à rebours, à contrario, la clarté, la sincérité et l'humilité d'Angela Merkel qui n'hésite pas à dire que la décision qu'elle avait prise de fermer pendant 5 jours était une mauvaise décision et qu'elle le regrette. J'aimerais bien que le président français soit un petit peu plus humble et un peu moins droit dans ses bottes, pour reprendre une expression qui a coûté très cher à des aînés. La faute à qui, Jean-Marie Colombani, en ce qui concerne ces retards, ces fameux 7 semaines de retard et ces milliers et milliers de doses, voire peut-être millions d'ailleurs, on a du mal en fait à saisir. On a compris que des doses étaient faites sur le sol européen, mais exportées bien sûr en Angleterre. Alors ça veut dire que quoi ? Que, en quelque sorte, la confiance est rompue avec AstraZeneca, par exemple ? Alors, juste un petit mot, pardon, Roselyne, mais je n'ai pas entendu, j'étais privé du son de Virginie, donc je n'ai juste entendu... C'est bien dommage, c'était merveilleux. Du coup, c'est embêtant parce que je ne peux pas la contredire. Mais à mon avis, il n'y aurait pas eu de quoi la contredire, je vous assure. Donc, écoutez, c'est une histoire un peu... Vous êtes privé de votre sport favori, Jean-Marie. Voilà, c'est une histoire un peu longue. C'est vrai que, comment dire, on fait reproche à l'Europe d'avoir plutôt négocié des tarifs plutôt que des quantités. Or, en fait, quand on regarde, l'Europe a commandé 1,5 milliard de doses. C'est plus qu'il n'en faut. Et d'où vient le retard ? Le retard, c'est que peut-être, en effet, on ne s'est pas mis, comme l'a dit le président de la République à la télévision grecque, il y a eu, au fond, un peu partout en Europe, l'idée qu'on ne croyait pas trop au décollage ou à l'affirmation ou à la validation très rapide d'un vaccin, parce que c'était totalement inédit. Donc, il y a eu cette part d'incrédulité. Et puis, il y a eu, alors, particulier à la France, la part du gouvernement faite à ce qu'il croyait être la dominante de l'opinion, à savoir une très grande réticence au vaccin, ce qui s'est révélé totalement faux, mais néanmoins le gouvernement... La France, c'est qu'elle est là-dessus, en fait. Oui, et c'est même revendiqué de cette lenteur. Rappelez-vous les propos d'Olivier Véran.
je revendique cette lenteur, etc. Donc, toute une série de facteurs comme cela qui expliquent, in fine, ce retard. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce retard sera rattrapé. Mais c'est vrai que oui, mais au nom de combien de morts? C'est très dommageable. Ou de gens en réanimation. Ouais. Vous avez raison d'insister là-dessus. Tout le monde s'accommode aujourd'hui du fait que nous allons sinistrement franchir la barre des 100 000 morts. Ouais. Alors, c'est beaucoup moins qu'en Grande-Bretagne, certes, mais c'est néanmoins 100 000 morts. C'est énorme. Et donc, il y a une indifférence qui s'est installée qui est, je pense, un peu dommageable, alors qui n'est pas imputable au gouvernement, qui est l'indifférence de l'ensemble de la société française, bien sûr. Et par ailleurs, sur le gouvernement lui-même et sur ce qui restera, à mon avis, comme un summum dans les enseignants d'écoles politiques, comme vraiment un contre-modèle absolu, c'est-à-dire la communication de la semaine dernière sur ce qui n'était pas un confinement, qui pouvait être en train, etc. Je pense que la seule responsabilité est celle du chef de l'État. Pourquoi ? Parce qu'il attend la dernière minute. Parce qu'il attend la dernière minute. Il rend ses arbitrages à moins d'une heure d'une conférence de presse de son Premier ministre. C'est absurde. Pourquoi ne pas prendre 24 heures de plus, le temps de caler tout le dispositif, de bien expliquer les choses et de s'apercevoir que ce n'est pas assez clair et qu'il faut clarifier. Mais non, il attend la dernière minute et là, il est victime, j'allais dire, de sa conception du pouvoir. Et de son mode de gouvernance. Alors oui, on pourrait en débattre, mais je voudrais qu'on continue on reste sur l'Allemagne parce que la semaine dernière, la chancelière Angela Merkel a dit qu'elle pourrait faire appel au vaccin russe Sputnik V, mais il y a quelques jours, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a dit cela. Écoutez-le et on en reparle. On n'aura absolument pas besoin de Sputnik V. Sputnik V est un vaccin en complément. Nous avons, 350 millions de doses. Ce qui est très compliqué, c'est de faire évidemment monter la chaîne de production. Désormais, elle monte en cadence. Ce qui veut donc dire que non seulement nous n'avons pas besoin de Sputnik V, mais je dirais pas d'autres vaccins non plus. Voilà, alors pas besoin du Sputnik. Alors là, on parlait de protectionnisme vaccinal tout à l'heure, Stéphane Vernet. Il y a aussi une diplomatie vaccinale, en quelque sorte. Certains pays ne veulent pas entendre parler du vaccin russe. Oui, alors il y a deux choses. D'abord, il y a les Russes. Vladimir Poutine a très mal pris l'annonce de Thierry Breton. C'est vécu comme un camouflet par les Russes qui comprennent pas que les Européens puissent imaginer se passer du Sputnik V. Moi, je trouve que la position d'Angela Merkel est plus pragmatique et plus raisonnable. Il vaut mieux avoir dans le contexte actuel, il vaut mieux avoir trop de doses que pas assez pour être sûr de pouvoir effectivement monter en puissance. Thierry Breton a l'air d'être très confiant dans ce qu'il annonce, en disant finalement on sera capable d'avoir nos 350 millions de doses, de produire nous-mêmes ce dont on a besoin. En même temps, tout ce qui vient de se passer, les séquences précédentes, nous démontrent l'inverse. Pour l'instant, il y a quand même quelques doutes sur la capacité de l'Union européenne d'être autosuffisante. Donc moi, je pense que l'approche Angela Merkel, que j'ai envie de qualifier de ceinture et bretelles, est plus raisonnable. Mieux vaut diversifier les approvisionnements pour se mettre à l'abri de nouveaux déboires. Regardez ce qui s'est passé avec l'AstraZeneca. On n'est pas à l'abri de nouveaux incidents. Et encore une fois, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, on est effectivement dans une espèce de course de vitesse avec la maladie. Au jour d'aujourd'hui, la seule solution de s'en sortir, c'est de vacciner massivement et très vite. Et tous les retards à l'allumage qu'ont enregistré la France et qui ont été très bien décrits par Jean-Marie Colombani, on les paye cash. C'est-à-dire qu'ils se traduisent effectivement par des morts supplémentaires et on va passer bientôt la barre symbolique des 100 000 morts. C'est pas rien. Donc il y a urgence. Il faut aller vite. Il faut aller plus vite. Virginie, vous nous avez fait un merveilleux teasing pour entendre Emmanuel Macron à la télévision grecque. Donc le président français a fait une sorte de mea culpa. On va l'écouter. Et vous verrez qu'après, Angela Merkel, mais sur un autre sujet, on a fait un, comme si ce virus avait rendu humble tous ces dirigeants. Mais écoutons Emmanuel Macron. Les Américains ont eu un mérite. Dès l'été 2020, ils ont dit on met le paquet et on y va. Et donc, ils ont eu plus d'ambition que nous. Et le quoi qu'il en coûte qu'on a appliqué pour les mesures d'accompagnement, eux l'ont appliqué pour les vaccins, la recherche. Nous, on n'a pas été assez vite, assez fort là-dessus. C'est tout à fait vrai. Et on a pensé que le vaccin mettrait du temps à décoller. Je vous le dis très sincèrement, tout le monde, les experts eux-mêmes d'ailleurs, disaient jamais dans l'histoire de l'humanité on a mis moins d'1 an pour faire un vaccin. On a eu tort de manquer d'ambition.
j'allais dire de folie, oui, de dire c'est possible et on y va. Alors Jean-Marie Colombani disait tout à l'heure que Emmanuel Macron, en quelque sorte, s'était calé sur les anti-vaccins et que la France n'était pas très à même de vouloir se faire vacciner. Mais quand il parle de manque d'ambition, est-ce que c'est vraiment un manque de volontarisme? C'est pas plutôt un manque cruel et désespérant de moyens, en vérité? Puisque les chercheurs sont partis ailleurs, que la France, on fait du flaconnage et on voit passer les trains, en quelque sorte. Donc, est-ce que c'est vraiment une question de volontarisme ? C'est aussi une question de prévoyance. Emmanuel Macron, qui s'était présenté en 2017 comme celui qui allait bousculer tous les conservatismes et qui allait enfin prendre les vraies décisions avec audace et un pari sur l'avenir, en l'occurrence, a manqué cruellement de discernement. Et là où il se cache derrière le « on », je note que Angela Merkel, tout simplement, dit « je me suis trompée et je demande pardon ». Et Emmanuel Macron a beau jeu de s'abriter derrière la commande globale de l'Europe, commande d'ailleurs qu'il a défendu bec et ongle pendant des semaines et des mois. Je ne dis pas qu'il a eu tort, mais il aurait mieux fait aussi non seulement d'en assurer le principe, mais d'en assurer la forme, c'est-à-dire le nombre, l'exécution des contrats et donc la rédaction juridique des contrats. Tout ça, semble-t-il, était assez flou, assez vague, comme si il suffisait que l'Europe passe un contrat pour qu'il soit exécuté. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut, quand on a un contrat de cette importance, il faut qu'il soit vissé, j'allais dire, jusqu'à la dernière petite vis. Et là, Emmanuel Macron s'est montré singulièrement, comme souvent d'ailleurs, indifférent à ce qui est l'organisation, la technique, j'allais dire ce qui suit, ce qui doit suivre. Et bien, ce qui doit suivre, en l'occurrence, ça n'a pas suivi. Et j'ai retrouvé un chiffre, chaque retard que prend la France, et là je prends l'exemple de la France puisque c'est notre pays, dans la livraison des vaccins et dans la couverture vaccinale du pays, coûte environ 3 milliards d'euros par semaine, parce que la France est très dépendante du tourisme, elle n'a pas de tourisme tant que le peuple n'est pas vacciné, et la France est très dépendante de la reprise de l'économie. Donc il n'y a pas tellement de façon de présenter les choses autrement. Ça coûte cher en termes économiques, ça coûte cher en termes de vie, et j'aurais été sensible à un petit peu plus j'allais dire d'embarras, pour ne pas dire de remords d'Emmanuel Macron, car comme l'a remarqué Jean-Marie Colombani, il y a plus de 300 morts par jour depuis des jours et des jours. Et là, on entend tous les responsables des hôpitaux dire « on n'en peut plus, on ne tiendra pas comme ça longtemps ». Donc cet entêtement, cette façon de dire « parce que je ne veux pas de confinement, il n'y aura pas de confinement et il faudra appeler tout ce qui se passe sauf le mot confinement », je trouve, finit par ne mener absolument à rien, sinon à la catastrophe. Alors, il est vrai que on avait applaudi lorsque Emmanuel Macron avait plutôt privilégié le couvre-feu, parce que lui, dans le fond, il a aussi une dimension, on va dire, à 180 degrés des sujets, qui soient les questions sociétales, économiques, psychologiques. Mais bon, ça aussi, on peut en débattre. Mais je voudrais quand même, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu, je vous ai promis un programme, on va parler de Xavier Bertrand aussi, mais je voudrais finir avec Angela Merkel, justement, qui elle avait voulu resserrer la vis pendant les vacances de Pâques, et devant les critiques, elle a fait son mea culpa. C'est rare pour les politiques. Je vous propose de l'écouter. C'est important de dire cela ici. Une erreur doit être appelée une erreur. Et par-dessus tout, elle doit être corrigée. Et si possible, elle doit être corrigée le plus rapidement possible. En même temps, je sais que ce verrouillage renforcé a créé encore plus d'incertitudes. Et je le regrette profondément. Je vous demande pardon. Jean-Marie, ça vous inspire quoi? C'est rare d'entendre un chef de gouvernement, enfin une chef de gouvernement, dire « je vous demande pardon ». C'est de la sagesse, c'est politique, qu'est-ce que vous y voyez derrière devant plutôt cette génuflexion devant son peuple en quelque sorte? J'y vois surtout de la sincérité et de la capacité précisément à être sincère. Article 1, c'est une décision que j'ai prise seule.
Article 2, je me suis trompé. Article 3, je vous demande pardon. C'est un modèle du genre, d'une certaine façon, parce que totalement inédite et évidemment inenvisageable, malheureusement, en France. Alors, si on poursuit dans l'exégèse de ce que dit Angela Merkel, dans ce qu'elle dit aussi, il y a l'idée que l'on va devoir vivre, hélas, longtemps avec ce virus et qu'il va donc falloir des campagnes régulières de vaccination. Et donc, elle souhaite que l'Europe se concentre sur la production de vaccins, pas nécessairement des vaccins qu'on a inventés d'ailleurs, puisque les vaccins existent déjà. Mais et que de ce point de vue-là, il faut que l'Europe se dote de capacités de production et que c'est cela, au fond, qui lui fait défaut pour justement faire face à, non seulement à l'épisode actuel, mais à ce qui s'annonce au-delà. Et je crois que là aussi, elle parle avec beaucoup de sagesse. Stéphane, est-ce que c'est payant, le mea culpa en politique? Souvent, on le souligne et on voit que souvent, chez les Français, d'ailleurs, c'est assez bien vu quand les politiques disent, plutôt que nier, plutôt que raconter des carabistouilles, quand ils avouent leur faute, en quelque sorte, faute à avouer, à moitié pardonnée. C'est rare dans notre culture, donc je pense que c'est aussi ça qui nous frappe. C'est-à-dire que on se dit, voilà, Angela Merkel fait quelque chose qu'Emmanuel Macron, pour dire les choses, serait bien incapable de faire avec autant de force et dans les mêmes termes, et alors qu'on aimerait bien qu'il le fasse. Il ne faut pas en abuser non plus, parce que au bout d'un moment, vous donnez aussi une image de faiblesse. Moi, il y a autre chose qui m'intéresse dans la position d'Angela Merkel, parce que tout le monde salue le propos, mais en fait, elle s'excuse d'avoir voulu mettre en place des mesures de verrouillage renforcées, comme elle dit dans l'extrait qu'on a entendu. Ce qui, moi, me frappe, c'est qu'il y a aussi, derrière tout ce qui est en train de nous arriver au bout d'un an, la question de l'acceptation sociale et du consentement aux mesures qui sont proposées. Si Angela Merkel est obligée de s'excuser parce qu'elle a proposé des mesures de verrouillage renforcées qui ne passent plus auprès des Allemands, qui sont réputés pour être disciplinés et très à l'écoute des consignes qui leur sont données, je trouve que ça nous ennuie beaucoup sur l'état de fatigue, de lassitude européen et général en fait face à cette maladie, et on a intérêt, à mon avis, à se poser aussi des questions sur notre propre état d'esprit et notre propre lassitude par rapport à des mesures et de nouvelles mesures qui pourraient être nous annoncées. Si les choses continuent à se dégrader fortement comme c'est le cas dans nos hôpitaux, je vois mal comment notre gouvernement pourrait éviter de nous annoncer un nouveau confinement strict et dur. Et est-ce que les Français y sont prêts? Je trouve que ce qui se passe en Allemagne nous interroge aussi. J'en suis pas sûr. On va passer, on retourne sur la politique française avec donc Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, qui est candidat cette fois officiellement à la présidentielle. Il l'annonce dans Le Point. Il se décrit comme gaulliste social, d'une droite sociale et populaire. Il dit aussi être l'homme des territoires et met en avant son pédigré. Il dit « j'étais assureur, pas banquier ou héritier ». Donc là, évidemment, il fait référence à l'un pour Emmanuel Macron et l'autre pour Marine Le Pen. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal qui a ironisé sur cette candidature. Bien que nos oppositions ont les yeux rivés sur les élections, nous, on a les yeux rivés au gouvernement sur les contaminations. Voilà, c'est ça qui nous obsède. Voilà, on fait un petit tour de table rapidement. Virginie, votre réaction? Donc, bon, évidemment, tout le monde, ça n'a empêché personne de dormir, de se demander depuis des mois quand est-ce que Xavier Bertrand allait enfin annoncer la couleur. Tout le monde savait. D'ailleurs, il était testé dans les intentions de vote par les instituts de sondage où il arrive entre 15 et 16, qui lui donne la place du troisième homme. C'est vrai que ce n'est pas le moment, mais bon... On comprend sa stratégie, Virginie. Oui, il a probablement voulu battre le fer tant qu'il est chaud. C'est-à-dire qu'effectivement, les quelques sondages que nous avons eus ces dernières semaines, tout d'un coup, le mettaient en exergue. Et avec un score assez faible au premier tour, enfin même s'il apparaît comme le troisième homme, il était malgré tout présenté au second tour comme celui qui ferait un assez bon barrage à Marine Le Pen, parce qu'il arriverait à rassembler à la fois des électeurs du centre-gauche et du centre-droite. Je note toutefois que se présenter là, maintenant, un an avant les
l'élection présidentielle, c'est aussi prendre le risque de se voir dans une situation un peu difficile aux prochaines régionales. Xavier Bertrand va avoir face à lui une union de la gauche, ce qui n'avait pas été le cas en 2015, où le Parti socialiste était désisté pour ne pas permettre l'accession au pouvoir régional de Marine Le Pen. Donc là, il a face à lui une union de la gauche, et lui qui avait longtemps présenté cette élection régionale comme la primaire de la présidentielle, parce que son intention de se présenter n'était pas un secret, il risque de ne pas se faire réélire si facilement que ça, et il a peut-être un petit peu jeté la charrue avant les bœufs. Jean-Marie, qu'est-ce que vous avez... Je ne sais pas, mais la voie n'est pas dégagée. D'accord. Jean-Marie, vous avez brièvement, parce qu'après on passe à Véronique Reissoul qui nous attend, et après Stéphane, un mot. Brièvement, quand vous avez lu non pas son programme, son projet, son programme, non, bien évidemment non, mais en tout cas c'est les piliers sur lesquels il s'appuie pour annoncer cette... Qu'est-ce qui vous a paru décoiffant ou pas du tout ? Rien de décoiffant, sinon une accentuation autoritaire. Tout est axé dans son programme ou dans ce qu'il énonce sur l'autorité. Et donc il essaie d'enfoncer le clou là où Emmanuel Macron est toujours décrit comme faible. Cela dit, juste un mot sur le mouvement tactique de Xavier Bertrand. Il y a quand même un problème, parce que le paradoxe de Xavier Bertrand, c'est qu'il veut être le candidat d'un parti qu'il a quitté. Et ayant quitté ce parti, il essaie de l'extérieur de capter ce parti et d'en être le candidat. Or, à l'intérieur de ce parti, il y a des gens qui ne voudront pas de ce schéma-là et qui veulent organiser des primaires. Et donc, si au bout de la route, vous avez le candidat de la droite désigné par les primaires, Xavier Bertrand, que restera-t-il de l'un ou de l'autre, sinon un tableau qui ressemblera à celui de la gauche, et donc la défaite assurée. Donc c'est une prise de risque assez monumentale qu'il fait là. Mais Stéphane Vernet, j'ai envie de répondre, enfin Jean-Marie, mais... et vous répondrez à la question, qu'un certain Emmanuel Macron s'était tout à fait exonéré du poids d'un parti. Il y est allé sans rien. Sans aucun parti, ou en tout cas celui qu'il a créé ex nihilo. Alors, vous avez complètement raison, mais je ne suis pas sûr que la recette puisse fonctionner deux fois de suite. Après, simplement très vite, je pense qu'effectivement, effectivement, Xavier Bertrand prend tout le monde de court sur la question des primaires et de l'organisation de la désignation d'un candidat commun à droite. Pourquoi il le fait ? Je reviens à ce que disait Virginie tout à l'heure. Il y a aussi le spectre des régionales qui se profile, et donc Xavier Bertrand, il doit composer avec un certain nombre de candidats ou de concurrents internes, et notamment, je pense à Laurent Wauquiez, qui lui est en position de remporter sa région en ayant une ligne très à droite, assez dure, sans faire d'alliance ou de compromis, alors que Xavier Bertrand va être dans une position beaucoup plus délicate, qui va l'obliger peut-être d'avoir quelques, pas compromis, mais quelques négociations, et qui peuvent le mettre dans une situation de faiblesse. Donc sortir du bois maintenant, je pense que c'est une façon pour lui d'essayer de forcer le destin, forcer la main de ses amis mais néanmoins concurrents dans cette perspective-là, ce qui explique qu'il le fait si tôt et à un moment où finalement on l'attendait pas, quoi. Alors, on a un petit souci avec Véronique Reissoul. On l'attend par Skype, mais il y a un petit souci, donc on va faire durer le plaisir sur Xavier Bertrand. Virginie Leguet, quand il met en avant son pédigré en disant moi je suis assureur, j'étais assureur, je ne suis pas issu de l'ENA, ni de la grande bourgeoisie, ni héritier, etc. Est-ce que ça, il en fait quoi, un porte-drapeau ? Il pense que ça va le porter ? Il en fait sa définition politique. Xavier Bertrand s'est toujours targué de ne pas appartenir au sérail et a justement expliqué que c'est ce qui faisait sa force, c'est ce qui faisait le fait qu'il était très ancré dans la réalité du pays. Et probablement, d'ailleurs, dans les Hauts-de-France où il est élu, c'est une qualité que les électeurs lui accordent. Toutefois, je note que dans sa déclaration de candidature, il n'a pas été très enthousiasmant. Il
il s'est borné à dire qu'il était candidat par devoir, ce qui n'est jamais très emballant, et puis que, bien sûr, il s'opposerait au déclin et qu'il proposerait le redressement, ce qui là non plus n'est pas incroyablement révolutionnaire. Donc c'est plutôt là où j'aurais aimé qu'il soit plus entraînant. Voilà, la grosse difficulté de Xavier Bertrand, c'est que d'une certaine façon, sa candidature ne décolle pas et qu'il n'entraîne pas l'adhésion. Alors bien sûr, on est loin du scrutin, mais qu'il n'entraîne pas l'adhésion des Français et qu'il a du mal à susciter un peu d'allant, d'entrain, d'ardeur derrière lui. Alors, on a retrouvé Véronique Reissoul, donc on passe à la politique sur les réseaux. À tout de suite. Bonjour Véronique. Bonjour. Ah, c'est pas bien de se faire la malle comme ça, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ravi de vous voir. Je sais pas, vous savez. Ouais. Déjà, Virginie n'a pas été entendue par Jean-Marie, donc là, c'est moi qui disparaissais. Il y a quelques diableries sur ces lignes. Bon, les politiques parlent beaucoup des régionales qui doivent se tenir en juin. Alors, seront-elles repoussées d'abord? Bon, ça, on n'en sait rien vraiment, mais franchement, est-ce que les Français sont mobilisés sur ce sujet? Alors, on va dire que quand on leur pose la question, puisqu'on a fait un sondage avec Doxa pour France Info et Le Figaro, eh bien, les Français sont plutôt d'accord globalement pour que les élections soient repoussées, puisque vous avez 71% des Français qui sont d'accord. Et quand vous regardez les répartitions par opinion politique, c'est à peu près équivalent. Donc, globalement, les Français pensent que si la situation sanitaire l'oblige, eh bien, repousser les régionales, ça n'est pas si grave que ça. Donc, ils ne sont pas forcément tout à fait d'accord avec les politiques qui s'expriment, puisque on entend les uns et les autres qui expliquent que non, il ne faudrait pas. Ben pour eux, c'est plutôt intéressant. Après, la question, elle est, est-ce que vous allez aller voter aux élections? Eh bien là encore, visiblement, c'est une élection qui semble intéresser les Français quand on leur pose la question, parce que vous avez 75% des Français qui disent oui, je vais aller voter. Et là encore, vous avez des répartitions en fonction des partis et selon les militants, mais globalement, La République En Marche est particulièrement motivée, mais tout le monde est plutôt motivé pour aller voter. Après, se posait une autre question, parce que je ne vous cache pas que ça, c'est une question qui a été posée dans un sondage, mais quand vous regardez sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas passionnés par le sujet pour le moment. C'est plutôt les politiques, les militants, bref, en gros, les internautes concernés par la politique qui se posent la question. Et c'est assez révélateur d'ailleurs quand on regarde et qu'on pose la question dans le sondage, et on voit là pour le coup que c'est très en phase avec ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux. Quand on demande aux gens aux habitants d'une région, si le fait que leur nouveau président de région s'engage ensuite dans la course à l'élection présidentielle, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Eh bien, c'est plutôt une mauvaise chose pour eux. Globalement, ils considèrent à 54% que non, si vous vous présentez à l'élection régionale, eh bien, il n'y a pas de raison derrière de partir, sauf que ce n'est pas si mauvais que ça pour Xavier Bertrand, dont vous parliez, parce que sur les Hauts-de-France, quand on fait un focus sur les Hauts-de-France, on voit que 64% des gens disent que c'est une bonne chose. Donc, selon les régions, en revanche, pour Mme Pécresse, c'est clairement une mauvaise chose si elle avait l'intention derrière de se présenter aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle. Donc, on voit que ce n'est pas un sujet qui mobilise tout le monde, mais c'est un sujet quand même qui intéresse parce que les Français ont envie de voter et se posent la question toujours de ces différents mandats qui qui évoluent. Jean-Marie, très court, si vous pouvez. Les régionales, est-ce que on sent que déjà l'opposition est très fermement arc-boutée et elle veut ces élections parce que bien évidemment, il y a déjà quand même deux présidentiables. Bon, il y a Xavier Bertrand, il y a Valérie Pécresse aussi. Donc, ce sont des élections très stratégiques. Court, Jean-Marie, parce qu'après, Véronique continue. Ce sondage est très surprenant parce qu'il prend à contre-pied très exactement presque l'ensemble de la classe politique qui était prompte à soupçonner Emmanuel Macron de manœuvre, alors même qu'en effet, pour Xavier Bertrand comme pour Valérie Pécresse, on peut y ajouter Laurent Wauquiez aussi, il est indispensable d'empocher ce gain pour pouvoir ensuite franchir l'autre étape. Et donc pour eux, il est évidemment important que les élections aient lieu au mois de juin. Mais là, le gouvernement n'est pas obligé de s'en tenir à la tactique de trois de ces candidats rivaux.
De toute façon, c'est le Conseil scientifique qui donnera son avis. Donc, Véronique, si les Français ne sont pas mobilisés par ces élections régionales, et on les comprend un peu, quelles sont leurs préoccupations aujourd'hui? Bien évidemment, la Covid et les vaccins Le vaccin, plus de 730 000 messages, voilà, c'est le sujet de préoccupation. Beaucoup de questions autour du confinement et des annonces qu'il y aura ce soir aussi. Et puis beaucoup autour des écoles, qui est le sujet qui monte le plus en ce moment. C'est-à-dire que les Français se posent la question de est-ce qu'on va fermer ou ouvrir les écoles? La proposition de Mme Pécresse, d'ailleurs, a été beaucoup commentée. Et je dois vous dire que jusqu'à présent, les Français étaient très attachés au fait que les écoles restent fermées. C'est d'ailleurs un marqueur important du gouvernement et de son action. Pour le moment, c'est plutôt la tendance inverse qui s'exprime sur le net parce que les gens commencent à se poser des questions et se demandent si c'est si raisonnable que ça, même si, bien sûr, les écoles fermées, c'est très compliqué pour le télétravail, c'est très compliqué pour les Français. Et puis il y a le dogme, effectivement, le dogme Blanquer, qui est de... on ne veut pas de décrochage scolaire, donc on laisse les écoles ouvertes, en tout cas tant qu'on peut. Vous avez aussi vu la petite trouvaille de Jean Castex, son petit poème qui a beaucoup plu. Le petit alexandrin de M. Castex qui nous a donc expliqué avec ce slogan que voilà, il est voilà, dedans avec les miens, dehors en citoyen, eh bien, ça a beaucoup fait réagir, vous imaginez, sur les réseaux sociaux. Alors, je vous ai choisi quelques messages qui sont le reflet de l'ensemble de ces messages. Alors, je vais rester dedans avec les miens ou dehors en citoyen. Attends, non, dedans en citoyen, je sais plus. Je vais rester en travers de la porte, comme d'habitude, finalement. Ça va être plus simple avec ce joli chat qui est un peu dubitatif. On avait aussi des messages comme celui-ci qui est assis. Je suis dedans avec les miens et dedans en citoyen. Est-ce que ça signifie que dedans je ne suis pas citoyen ou alors il faut être citoyen partout, mais surtout dehors? Et je panique. Ah, je ne sais plus, il va falloir que je fasse un schéma. Voilà, ça résume un petit peu ce que l'on pouvait voir. Et finalement, comme les Français, sans doute parce qu'il n'y a pas assez de spectacles, sans doute parce qu'on a envie de s'amuser, eh bien, on finit par en faire un jeu. Alors, il y avait un jeu très amusant qui était « Invente un slogan pour Castex ». Je vous en ai retenu que un, mais il y a beaucoup de messages dedans avec Amiens, dehors en citoyen. Voilà. C'était les jeux de mots des internautes et des Français qui sont un peu fatigués de la situation, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que les Français ont le sens de l'humour. Il y a eu beaucoup de railleries aussi sur la fameuse attestation qui a été retirée, qui était digne de Courteline, avec les 2 pages et l'histoire d'aller faire pipi le chien, alors à 10 km, pas à 10 km, enfin bon, personne n'a rien compris. Bon, en tout cas, la page est tournée, la vaccination est en train de tracer, nous dit le gouvernement. Eh bien, on se retrouve dans une semaine, on refera un point. Merci à tous, merci à Charlotte Urien-Thomas-Crabbe pour avoir préparé cette émission et à nos brillants intervenants et bien sûr à toute l'équipe technique. Je vous retrouve très vite sur France 24. Merci. En rendant au Panama en 1999 la souveraineté sur le canal qu'ils avaient construit, les Américains leur ont aussi restitué la zone, cette bande de terrain de part et d'autre du canal qui avait vécu pendant près d'1 siècle à l'heure américaine. C'était comme un petit pays artificiel, construit et dirigé par des ingénieurs. Malgré le départ des Américains, certaines traditions sont restées, mais aussi des souvenirs parfois bien amers pour les Panaméens. On était complètement habitués au bruit des rafales, des tirs et des bombes. Les enfants du canal, notre nouveau billet retour au Panama, à voir sur France 24 et france24.com.